Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Marie-Sophie Zambeau, bonjour. On va faire une émission aujourd'hui qu'on enregistre dans les années folles à Paris. On va parler management, peut-être, mais surtout recrutement, RH. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Merci Maximilien de me recevoir. Pour me présenter, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une passionnée experte du recrutement. Aujourd'hui, au compteur, j'ai 20 ans d'expérience en recrutement, en promotion de la marque employeur, en développement commercial, essentiellement au sein d'ESN et cabinets de conseil. Puis j'ai fait une petite incursion de 3 ans au sein de la fonction publique territoriale pour essayer d'élargir mes horizons, donc une expérience aussi bien dans le privé que dans le public. Et puis là, c'est tout frais, c'est tout récent. Je viens de créer il y a quelques semaines mon cabinet de conseil, recrutement et marque employeur qui s'appelle Rethink RH. Pour accompagner les clients, les organisations, à tendre vers le recrutement qui soit le plus équitable, le plus objectif et le plus performant possible. Voilà. Ma valeur ajoutée, j'anticipe, je fais les questions et les réponses. Oui, parce que j'allais dire justement, tiens, une boîte, donc ça doit être nécessaire finalement, donc on va pouvoir parler d'emblée alors de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, oui, parce qu'on me dit souvent un cabinet de conseil supplémentaire, il y en a beaucoup. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il suffit d'allumer la télé, la radio, de regarder les manchettes des journaux, etc. On parle recrutement, difficulté, recrutement à longueur de journée. Donc je pense qu'un cabinet de conseil supplémentaire sur le sujet, c'est pas de trop. Je trouverai forcément ma place. Je ne veux pas critiquer les autres. Pour moi, là, il y a plein de choses qui se font et très très bien. Moi, en tout cas, ma valeur ajoutée, c'est d'allier, je dirais, la théorie avec une pratique de 20 ans d'expérience et sans ni angélisme, ni défaitisme non plus. D'accord, on essaie d'être équilibré là-dessus. D'être équilibré et surtout, ce qui est important pour moi, là je deviens peut-être un peu, ça va être vraiment le diagnostic en fait. Souvent, ce qui pêche, tout projet, tout particulièrement aussi dans le recrutement, c'est vraiment de prendre le temps de poser le stylo pour établir le bon diagnostic, identifier les vrais dysfonctionnements, les vrais goulots d'étranglement, pour proposer des solutions aux clients, aux organisations, qui ne soient pas des solutions sur étagère, toutes faites, etc., archi connues, ou les fameuses solutions à la mode, parce qu'il y a aussi de la mode et des modes en RH et en recrutement, mais vraiment de leur proposer quelque chose qui soit sur mesure par rapport à leurs propres problématiques à eux, parce que c'est totalement différent en fonction de la taille de l'organisation, son secteur d'activité, des métiers, de la cible, de l'âge des candidats qu'on vise, etc. Donc on ne peut pas, le one size fits all est totalement impossible en recrutement. Oui, et puis ça fait partie, je crois, des pratiques un peu intelligentes qu'on entend depuis quelque temps, qui viennent peut-être changer toute la pléthore de propositions parfois un peu idiotes ou sans fond qu'on propose un peu partout, donc d'essayer de faire quelque chose d'ajusté. Ok, donc ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste, en gros, c'est ça. Réaliste, voilà, ni discours un peu bisounours, ça va forcément promettre monts et merveilles, parce qu'on s'inscrit dans un contexte qui est celui qu'il est. Pour autant, ne perdons pas espoir, ne baissons pas les bras, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses sur le recrutement et la marque employeur. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance au travail en 2023 en France? Alors, si on écoute certains médias, c'est l'horreur d'année en année, c'est une catastrophe. Évidemment, c'est pas la même chose dans les PME, évidemment, c'est pas la même chose entre la PME et le CAC 40. C'est quoi les relevés de température que tu fais à différents endroits? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de... Quand tu me dis quelle est l'ambiance ou quelle est la température, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'était mi-figue, mi-raisin. D'accord. C'est effectivement, c'est pas que je sois normande, loin de là, mais plutôt mitigé. Il y a eu des choses positives, parce qu'on le sait bien, par rapport à la crise sanitaire qu'on a traversée, ça a joué un rôle d'accélérateur, en fait, de questionnement, pour les candidats et les collaborateurs, ça soit aussi bien sur le sens qu'ils pouvaient trouver au travail, ou mettre dans leur travail, que sur les conditions d'exercice de leur activité. Donc ça, c'est bien. Donc ça a vraiment intensifié, en fait, chez les salariés, l'envie de démissionner, de déménager, de partir en province, etc., voire même totalement de se reconvertir et de changer de métier. Donc pour illustrer mon propos, j'ai
par les chiffres et tu verras, malheureusement, je m'excuse par avance, je suis très très chiffre. Non, non, mais c'est très bien exactement ce que j'allais dire parce que il y a ce qu'on raconte et puis il y a la réalité. C'est comme l'histoire, là, tout le monde démissionne et puis tout le monde est parti en province. Bon, il y a les effets de mode. Est-ce que ça dure? Est-ce que c'est structurel? Donc oui, les chiffres, avec grand plaisir. Voilà, On écoute. c'est un petit peu, pas ma marotte, mais j'aime bien les chiffres. Alors en 2022, il y a près de 10% des salariés du secteur privé qui ont rejoint un nouvel employeur. Mhm. Donc c'est pas historique, mais c'est quand même très très élevé, bien plus élevé que le niveau avant la crise. Alors on peut l'expliquer par un phénomène de rattrapage où on se dit que pendant la période de la crise sanitaire, forcément, il y avait certaines mobilités qui avaient été freinées. Ouais. Mais on peut aussi l'expliquer justement par des aspirations différentes et par le fait que les candidats se disaient qu'ils étaient davantage en position de force, qu'il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup d'entreprises qui cherchaient à recruter et que donc voilà, elles ont saisi les opportunités. Quand je dis à leur avantage, ça c'était une enquête qui disait que 58% des candidats estimaient que dorénavant, le marché du travail était à leur avantage. Donc ça, sur l'ambiance, c'est des choses positives. Les gens ont de nouvelles aspirations, cherchent du sens, sont à la recherche de nouvelles conditions de travail, estiment qu'ils sont peut-être davantage en position de force, se reconvertissent. Là, on était sur un total de 47% de personnes qui avaient soit entamé une reconversion professionnelle, soit qui avaient le projet d'entamer une reconversion professionnelle, 47% en 2021. Donc c'est énorme. Donc on se dit, bah, c'est bien, c'est chouette, il y a une dynamique qui est positive, principalement pour les candidats ou les collaborateurs, avec des nouvelles envies. Mais il y a un mais, souvent, équilibre là encore. 60% des démissionnaires français pendant la crise du Covid déclarent qu'ils étaient mieux dans leur précédent emploi. Oui, ça me fait penser à la question de la reconversion professionnelle où parfois on peut être finalement un peu déçu. Déçu, ou alors avoir un mal fou à trouver un employeur qui te donne ta chance et qui t'emploie véritablement. Ouais. Donc ça oui, donc voilà des personnes qui ont démissionné parce qu'on nous a inventé le monde d'après, plein de choses. Et donc ils ont démissionné et puis ils sont plutôt déçus de ce qu'ils ont trouvé. Après, il y a un autre mouvement de fond pour un secteur certes particulier, mais qui est la tech, où en fait, il y a eu véritablement une vague massive de licenciements. On le voit bien aux États-Unis, tout particulièrement au début d'année. Depuis le début de l'année, secteur tech, GAFAM, on est à peu près à 100 000 licenciements. On sait très bien que globalement, ce qui arrive aux US, après aussi arrive plus ou moins en France. Donc, il commence aussi à avoir des gels d'embauche et des organisations un peu plus attentistes par rapport à ce sujet-là. Ouais. Voilà. Et après, ce qui a aussi remis les choses, pas l'église au milieu du village, mais ce qui a aussi bougé les choses, c'est que là, on est dans un phénomène d'inflation assez fort. Et encore, il y a 6 mois, 12 mois. C'est pas clairement pas fini. C'est clairement pas fini, apparemment. Nous disent que c'est pas Ouais, fini alors là, tout. moi, j'ai pas ma boule de cristal, mais on dit que c'est Moi pas non plus, fini. Mais ceux qui sont spécialistes des boules de cristal d'économie ont l'air de dire que c'est vraiment pas fini. Ah bah non, clairement pas. Ce qui fait qu'il y a 6 mois, 12 mois, on se disait, je cherche le sens, le plus important pour moi, c'est l'équilibre vie privée, vie perso. Ça va être effectivement la flexibilité, le télétravail, les semaines de 4 jours, d'autres choses qui étaient vraiment en amont, qui étaient vraiment positionnées très très en avant. Et puis là aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques. Et avec l'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui revient clairement sur le devant de la scène. Le luxe de la question du sens ne va pas pouvoir durer 1000 ans si le sucre triple de prix et ainsi que le carburant. C'est ça. Ouais. C'est ça en fait, c'est pour ça que je dis mi-figue, mi-raisin, c'est qu'il y avait plein de choses positives pour dire les candidats, les collaborateurs se posent des questions, sont en position de force pour faire bouger les lignes sur les conditions de travail, peuvent davantage choisir. Mais il y a des choses qui vont dans l'autre sens. Ouais. Mais justement, cette histoire de prise position de force, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quand je suis en contact avec les CPME ou les réunions au MEDEF, j'entends de plus en plus de dirigeants d'entreprises qui sont embarrassés, n'ayant plus apparemment suffisamment de personnes à rencontrer lors des entretiens, avec beaucoup de ghosting, c'est-à-dire on fait venir les gens, on leur propose un rendez-vous et puis ils ne viennent pas. Mais je trouve ça quand même assez intéressant finalement, parce que ça vient aussi pousser les entrepreneurs à se poser des questions là où il n'y avait pas à s'en poser avant, quoi. Moi, alors que je me place clairement côté recrutement,
Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a 20 ans, voilà, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'était clairement les organisations et les recruteurs qui étaient en position de force, qui le savaient pertinemment, et ça se ressentait, les candidats le ressentaient clairement dans les emails où c'était plus des convocations à des entretiens. Ça change la donne. Ça change tout. Et je trouve que ça génial. met un peu une claque à certains qui me disent « mais tu te rends compte ?» Puis parfois je leur dis « ouais, mais en même temps, le salaire que tu proposes… on va pas aller loin, et puis tu demandes quand même 2 personnes là en une, quoi. Et je me dis que c'est une claque qui est peut-être pas facile à prendre, mais ça va peut-être permettre de redistribuer les cartes plus intelligemment, quoi. Ah ben, je suis convaincue que ça peut faire un électrochoc et que ça peut pousser des entreprises, des organisations à se réinventer, on va dire, ou en tout cas à évoluer clairement. Parce que les difficultés de recrutement, on en parle encore beaucoup. Là, on était sur un record historique. Début d'année, il y a la fameuse enquête BMO, besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, que globalement on attend tous pour avoir un petit peu la température. Là, on était à 61% des recrutements qui étaient jugés difficiles en 2023. C'est vers ça que j'allais aller justement, et donc je te laisse justement nous en parler, ce que tu en penses. Donc c'était un record historique, absolu. On était à plus 16% par rapport à 2021. Pourtant, on a des bons salaires qui sont proposés. Moi, j'ai discuté avec aussi pas mal de chefs d'entreprise dans le bâtiment qui me parlent de salaires qui sont impressionnants pour des ouvriers et qui me disent on n'a personne en fait. On n'a personne. Personne ne vient, on convoque au Pôle emploi, on a 300 personnes et en fait, il y en a 2 qui viennent. Il y en a 2 qui se présentent à nous, qui n'ont pas le diplôme ou qui n'ont pas les compétences. Donc, on se retrouve, il me semble, avec des salaires parfois d'ouvriers qui peuvent friser ou dépasser ceux des cadres. Et je me dis, mais c'est quand même étrange, quoi. Oui, c'est super intéressant et je discute régulièrement de ce sujet. J'ai aussi déjà écrit dessus, à savoir que oui, en déclaratif, les entreprises vont dire j'ai des difficultés, j'en peux plus, 61%, c'est phénoménal, il faut le noter, il faut l'entendre. C'est une réalité. Moi, je veux dire quand même, attention, les termes de pénurie de talent, de guerre de talent, etc. Aujourd'hui, on l'entend tout le temps, cette terminologie. Ça existe depuis plus de 25 ans. Ces termes-là, ils ont été inventés par Stephen Hawking en 1997. Il y a eu un bouquin après qui est connu, qui est The War of Talent, par 3 consultants de McKinsey. Et ça date quand même de plus de 25 ans. Donc moi déjà, ça fait 20 ans que j'entends parler de la fameuse guerre des talents. Donc là, ça s'est peut-être accentué, mais ça fait 20-25 ans qu'on le dit. Donc c'est quand même à relativiser. Ça pose la question de ce qu'on met sur la table aussi, parce que évidemment, si à la City, on va être payé le double ou le triple qu'à la Défense, c'est normal que les gens s'en aillent aussi. C'est pas non plus qu'une question de salaire. Moi, je dis que… Évidemment, c'est pas qu'une question de salaire, mais c'est aussi, d'une manière générale, quel effort on va pouvoir fournir, puisque en inversant la position, si les gens vous disent c'est pas grave, moi j'irai ailleurs, on est bien obligé de faire un effort. En fait, c'est-à-dire que ça me fait penser un peu, ça va être terrible ce que je vais dire, mais à l'homme ou à la femme qui, passé un certain âge, se rend compte qu'on lui court moins après et puis elle va devoir miser sur autre chose et pas simplement sur l'attribut physique, mais se dire quelles sont mes stratégies, qu'est-ce que j'ai à vendre maintenant? Et là, pareil, il y en a qui peuvent. Sur ma célébrité, il y en a qui peuvent. Il y en a qui ne peuvent pas, si je file ta métaphore. Il y en a qui veulent d'ailleurs, qui font l'effort, et d'autres qui continuent à faire pareil. Moi, ma réponse, c'est une phrase que je disais souvent à mes équipes avant. Maintenant, j'en ai plus. À 70 ans, on se balade pas en jeu, c'est ça? Non, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ce que disait Einstein. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, si les organisations, elles continuent aujourd'hui à vouloir recruter, avec les canaux, les méthodologies, les expériences candidats et à proposer exactement les mêmes avantages collaborateurs, etc., d'il y a 20 ans, si elles font exactement pareil qu'il y a 15-20 ans, alors là, je te garantis qu'effectivement, elles vont dans le mur et que donc, ils sont 61% à dire qu'ils ont des difficultés. Mais la folie, c'est de continuer à vouloir faire pareil. Donc là, en fait, il faut… Le marché a évolué. Tu poses la question de comment le recruteur peut se retrouver dans une situation à laquelle il a participé, tout en disant objectivement j'ai un souci, et en fait tu lui rappellerais que il n'y a pas d'objectivité là-dedans, c'est lui qui a posé ce décor, cette méthodologie, cette façon de faire, et que forcément au final il n'aura pas grand-chose comme résultat positif à récupérer. C'est ça que tu fais. S'il ne veut pas bouger d'un iota et qu'il considère et qu'il a la vision du marché du travail et des rapports de force recruteur-candidat d'il y a 15-20 ans, il n'y arrivera pas, sauf si éventuellement il a un nom archi connu qui continue quand même encore à attirer, et même là, c'est plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'il se rende compte que le marché a évolué. Pour moi, il y a 2 grandes évolutions.
La première grande évolution, c'est la fin de ce que j'appelle du plug and play dans le recrutement. À savoir que pendant des années, on cherchait, on avait une fiche de poste avec une annonce, avec des critères, il fallait tout cocher. Quelqu'un qui soit opérationnel immédiatement, qui coche toutes les cases, embauchable, etc. C'est ça, plug and play pour les auditeurs, parce que c'est ça. Une grande informaticienne peut-être dans l'âme, mais on branche et ça fonctionne. Et ça fonctionne, on a quelqu'un opérationnel tout de suite. Avec une installation compliquée. Il coche toutes les cases et en plus il est dispo tout de suite. Mais ça aujourd'hui, c'est une évolution du marché, ça existe quasiment pas. Est-ce dramatique pour autant? Non, pour certaines qui continuent comme ça à rechercher ça, elles ne vont pas le trouver, mais pour d'autres, il y a plein de viviers. Mais c'est drôle, ça me fait... mais on va sur ça peut-être en fait. Ça me fait penser à la métaphore de la personne qui est sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres et puis qui cherche et puis qui se dit les hommes ou les femmes sont plus ce que c'était, il y a un problème chez eux, ils déconnent tous. Et puis parfois on a la bonne copine ou le beau copain qui dit non mais oh, tu t'es regardé, remets-toi en question, tu cherches des trucs complètement inadaptés. Tu veux qu'il soit pilote de ligne, qu'il ait 25 ans, qu'il soit vierge et puis qu'il te demande en mariage au bout de 3 jours. Ça, c'est mouton à 5, 6, 7 pattes. Si on a une liste pas possible, ça, avec boulot, sans télétravail et pas d'avantage. C'est de mettre un coup de coude à l'employeur à dire oh, regarde un peu ce que tu demandes. Il faut faire bouger les choses. Ouais. Le premier sur le plug and play, à savoir, il y a des viviers historiquement qui ne sont pas exploités ou sous-exploités par les organisations parce qu'il y avait des freins, il y a des résistances. À savoir, en premier lieu, il y a ses propres collaborateurs. Je cherche à recruter, souvent le premier réflexe, c'est de chercher à l'extérieur. Pensez d'abord à vos propres collaborateurs. Voilà, donc ça nécessite bien évidemment d'avoir une bonne politique de mobilité interne. Il y a des études qui disaient, c'était sorti dans Harvard Business Review, qui disait que 60% des postes pour lesquels on cherchait à recruter pouvaient être pourvus par ses propres collaborateurs. Bien évidemment, ça veut dire que on connaît bien ses collaborateurs, on a identifié leurs forces, leurs faiblesses, leurs compétences, on peut les former, les faire évoluer. Mais il y a ça, vivier qui n'est pas assez exploité. Il y en a un autre, c'est les anciens collaborateurs, ce qu'on appelle les phénomènes des collaborateurs boomerang, parce qu'ils sont partis et ils reviennent. Donc ça, aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 13 à 15% des salariés qui peuvent partir et revenir. Il faut avoir de souci d'ego quand même pour aller rechercher quelqu'un qu'on a laissé partir ou qui est parti. C'est ça le frein, mais en fait, c'est psychologique. Pas ses ex, quoi. Oui, bon, voilà, tu files vraiment la métaphore. Oui, ça peut être intéressant de se dire qu'on n'est plus dans la métaphore. Le nombre de personnes, il y a aussi des personnes qui ont une histoire, ça s'est mal passé. Exactement. Et quelques années après. Et on a changé un manager, par exemple, et le type ou la nana était là depuis 20 ans et connaît parfaitement les rouages de la boîte. C'est quand même dommage de s'en priver de son expérience. Il y a énormément d'avantages sur le recrutement boomerang, et puis il y a des personnes qui sont parties. Elles sont parties pas fâchées. Elles sont parties parce qu'à un moment, d'ailleurs, il y avait une mobilité de leur femme. Ça arrive aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que... Non, mais voilà, parce qu'on ne part pas forcément fâché. On déménage, il y a une mobilité, ou à un moment, il y a un projet, on a été séduit et on veut aller relever ce challenge selon la formule consacrée. Et puis, soit on a grandi et après on se dit j'aimais bien cette boîte, aujourd'hui je peux accéder à un autre poste et puis je peux revenir. Soit, et là je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, il y a 60% des Français qui ont démissionné qui finalement se disent c'est pas aussi bien que ce que je pensais, c'est même moins bien que mon précédent poste. Tous ces gens-là, c'est une manne. C'est une manne de personnes. Mais après. On les laisse à la concurrence. Il faut faire des démarches proactives vis-à-vis des anciens collaborateurs. Il faut garder le contact avec eux, il faut leur proposer des offres. C'est du boulot tout ça. En fait, voilà, c'est ça, c'est que c'est du boulot. Il y a des compétences, mais c'est du boulot. Bon, tiens, j'allais partir sur une question, mais une petite aparté. On cite, et tu cites beaucoup d'études étrangères, Harvard, tout ça. Bon, mais c'est des Américains. C'est quand même une autre culture, c'est une autre façon de fonctionner, c'est un autre droit du travail, c'est un autre monde, quoi, en fait. Est-ce que tu fais toujours confiance à ces statistiques ? Parce que je me dis que il y a des choses qui sont peut-être pas applicables à nous, quoi. Totalement. De toute manière, des chiffres restent des chiffres. On peut aussi les utiliser, leur faire dire ce qu'on veut. Là, dans Harvard Business Review, il y en a aussi qui sont plus orientés par rapport au marché français, par rapport aux revues françaises. De toute manière, sur le recrutement, là, je reviens aussi. Je peux citer des chiffres sur la tech, mais quelqu'un qui travaille dans le social me dira c'est gentil, mais en fait ça ne me concerne pas ou ça ne s'applique pas. En fait, de toute manière, c'est extrêmement spécifique. Donc j'entends bien. Mais j'ai toujours quand même, moi, on va dire, pour le tourner positivement, la curiosité intellectuelle, d'essayer de lire le maximum d'enquêtes, de baromètres, d'études pour essayer de voir si c'est juste de l'ordre de mon ressenti à moi. C'est ça, c'est-à-dire que ça nous décolle un peu de la question de l'opinion et ça commence à nous donner des chiffres qui peuvent parfois
nous déstabiliser sur ce qu'on imaginait. Je trouve que c'est ça qui devient intéressant, c'est quand on est étonné par un chiffre Oui. et qu'on se dit, bon, ça vient bouleverser ce que C'est ça, j'imagine. parce que quand on a la tête dans le guidon au sein d'une organisation, on peut se dire que si on a du mal à recruter, peut-être tous les autres aussi, ou que c'est pareil, etc. Et c'est bien de se dire, avec des analyses peut-être plus fines et sectorielles, que bah non, c'est peut-être pas le cas des concurrents, et que c'est peut-être nous qui avons véritablement un travail à faire sur tel ou tel sujet, éventuellement. Comment ça? Bon, je vais partir sur la question de l'entretien d'embauche. Alors, je fais un petit coucou à Christophe Genoux. C'est un orateur qu'on retrouve souvent sur la question du bullshit, management. Il nous parle des entretiens d'embauche par moment. Et pour lui, c'est un rituel, un jeu de rôle. Et moi, j'aurais tendance à dire même que c'est une scène de théâtre à analyser en tant que metteur en scène. Est-ce que les recruteurs continuent à vouloir débusquer le problème, le malin en l'autre, à tenter de prédire l'avenir sur comment ça va fonctionner pour ce futur salarié dans l'entreprise? Moi, je me suis dit que pour pouvoir embaucher, il fallait avoir conscience de ce qui est vraiment notre institution, notre entreprise, notre association, etc. Et se demander si honnêtement, ça pouvait cliquer entre le candidat, son éthique, sa vision du monde. Comment tu vois les choses? Comment ça se passe actuellement, encore en 2023? Est-ce que c'est au bon endroit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? Je te tends le micro sur tout ça. Voilà. Oui, vaste question, vaste sujet. On a combien de temps? Comme ça, tu pourras l'attraper comme tu l'entends. C'est pas un oui ou non. Oui, ouais, totalement. Oui, quand on parle recrutement, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ancienne prépa littéraire, c'était Shakespeare, le monde entier est un théâtre. Ouais. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Effectivement, il faut être conscient, normalement, tout recruteur ou bon recruteur a conscience que l'entretien de recrutement, c'est un jeu social qui est codifié, que ça peut être aussi un jeu de dupes. Oui. Et que Christophe Genoux, je le cite, a dit « La seule chose que l'on identifie, c'est la manière dont les acteurs jouent le jeu, rien de plus ». Mais oui, parce que en fait, c'est ce que me disait une dame la semaine dernière. Elle va à un rendez-vous galant et elle tombe sur un type qui fait l'effort ou qui ne fait pas l'effort, en fait. Et la question, et notamment dans la question, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à faire ce parallèle, mais la question de la rencontre amoureuse, il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a ce que je vois dans le coup de foudre, et puis il y a ce dont je n'avais pas vraiment conscience, mais je l'ai quand même aperçu, et qui va se préciser avec le temps. Et parfois, après coup, on se dit, mais je le savais, en fait, qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça. Après, ça peut être une rationalisation mais après dans l'entretien d'embauche, c'est aussi un biais, ça. Oui, mais justement, dans l'entretien d'embauche, est-ce que c'est pas un accélérateur de biais? Alors, l'entretien d'embauche, c'est un formidable terrain de jeu pour tous les biais cognitifs. Alors ça, c'est une certitude, ils sont donnés à cœur joie. Il y en a plus de 250 qui existent et vraiment, c'est truffé. Tout le recruteur est assailli en permanence par des biais cognitifs, c'est sûr. Et même le fait de le savoir, forcément, on reste des humains, fait qu'on n'arrive pas pour autant à les éradiquer. Oui. Donc, quel est l'intérêt de faire la liste? On est foutu, alors. On va essayer de ne pas être trop défaitiste, s'il te plaît. Woody Allen, quoi. Je sais pourquoi j'ai des problèmes, mais ça n'a pas changé. Voilà. Mais c'était quoi? Alors là, sachez que vous avez 250 biais, on ne peut pas y faire grand-chose, donc bon courage. Belle référence, j'adore Woody Allen. Non, c'était là encore Einstein qui disait qu'il était plus facile d'éradiquer un atome qu'un préjugé. Oui, exactement. Ouais. Très compliqué quand on a des biais cognitifs. Non, le recrutement, ce qu'il faut, c'est avoir conscience on a un candidat qui, lui, vient pour décrocher un poste, un poste qu'il convoite. Donc forcément, et normalement de part et d'autre, on n'est pas dupe, il va changer son mode de fonctionnement, son comportement, pour s'adapter aux attentes, et en plus supposées, aux attentes supposées du recruteur en face, du comportement qu'il doit avoir, de la personnalité qu'il doit démontrer en phase avec ce poste. Ouais. Ça, c'est une certitude. Donc c'est là où c'est au recruteur aussi, dans les questions, le questionnement, le type d'entretien, la méthodologie, de mettre en place certaines choses pour limiter l'impact des biais cognitifs et l'impact de ce jeu, entre guillemets. Mais il n'y a rien d'infaillible, ça reste du recrutement, c'est une rencontre de deux subjectivités, de deux êtres humains. Tu nous donnes 2-3 petites choses un peu plus concrètes, 2-3 biscuits pour se représenter la scène. J'aimerais bien que tu puisses nous en dire plus parce que on pourrait aussi, peut-être que c'est une opposition qui est un peu bête et méchante, mais on pourrait opposer l'entretien dans une pièce entre plusieurs personnes et puis la mise en situation en fait. Je crois que souvent ce que disent beaucoup de recruteurs par la suite, c'est bon, de toute façon on verra bien, il y a une période d'essai. Oui.
Cette phrase, je l'ai entendue un million Oui, de fois. au final, le juge de paix ultime, c'est la période d'essai. C'est-à-dire, C'est sûr. on va Après, il y a voir, aussi quoi. un mouvement avec des organisations qui suppriment la période d'essai, comme le groupe SOR. Parce que On justement, peut comme on supprimer disait, la période d'essai? en aucun cas, c'est pas une obligation C'est contractuelle. pas une obligation. Non, les entreprises le mettent, c'est pas une obligation contractuelle. D'accord. Et donc, eux, ils l'ont supprimé. Et ils ne permettent pas non plus aux candidats d'activer cette possibilité. Et il y a d'autres organisations, Ouais, mais donc pas on beaucoup, se marie qui au ont premier suivi. rendez-vous. Oui, c'est ça, voilà. C'est joli, c'est marié au premier C'est regard. on est sur marié au premier regard. D'accord. Mais voilà, Ok. là encore, il y a des choses qui existent aujourd'hui pour dire j'ai du mal à recruter. Difficulté des recrutements, on y revient. Et on peut, par exemple, eux, ça a été un moyen d'attirer des plus jeunes qui ne Ouais. voulaient pas avoir l'épée de Damoclès avec une période d'essai longue. Et Bah voilà. ouais, parce qu'après, il faut dire, je peux pas louer parce que je suis en pleine C'est période ça. d'essai, etc. Donc il y a des Ok. choses. Pardon, tu me disais, c'était quoi Oui, tu m'as là, je me disais c'était peut-être un peu grossier d'opposer la mise en action et le recrutement. Comment... Alors, je te demandais des biscuits, Ah. c'est-à-dire un peu concrètement, comment on pourrait sortir. Je suis un recruteur, je t'écoute. Bon, c'est bien sympa tout ça, parce que Déjà, merci. notre interaction, elle est très... Je suis sûr qu'elle va plaire à plein de monde, mais moi, j'imagine quelqu'un qui se dit, bah tiens, j'arrive pas à trouver ce que je pourrais faire, peut-être pour me décaler, peut-être pour sortir un peu de la confirmation que je me fais avec les gens, de l'ennui de la rencontre et de ma difficulté en tant que recruteur à pouvoir me projeter avec cette personne devant moi. Est-ce que toi, tu proposes des choses? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Alors moi, Nous proposer décentrer, quoi. Ouais, moi, proposer des choses, c'est pas forcément, moi, Marie-Sophie, ce qui ne serait pas totalement inintéressant, mais pas forcément palpitant. Mais l'entretien structuré. Moi, s'il y a une chose que je recommande aux recruteurs, c'est vraiment de, Alors, si c'est c'est quoi, pas le cas, l'entretien? c'est de modifier leur méthodologie, de passer à l'entretien structuré. L'entretien structuré, c'est un entretien où, en amont de l'entretien, on a identifié les critères et qu'on voulait évaluer avec une liste de questions précises qui sont toutes en lien direct avec l'emploi proposé. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Ah non, ouais, mais c'est bien de le répéter, ça. Voilà. Parce que Parce qu'on ne va pas évoluer des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui ne sont pas primordiales et essentielles pour la le poste. sensation de perte de temps des gens qui vont aux entretiens d'embauche, Voilà. c'est assez lunaire, quoi. Donc Ouais. des questions des critères clairs déterminés en amont avec une liste de questions préétablies, tout en lien direct avec l'emploi. Et bien évidemment, on pose les mêmes questions à tous les candidats pour pouvoir essayer de les évaluer de la manière la plus objective et équitable Puis possible. de comparer aussi. Parce Et que de pouvoir parfois, comparer, c'est ça. Et on pose des questions qui sont d'ordre comportemental et situationnel. À savoir, on essaie plutôt de faire appel à des vraies expériences vécues, des vraies anecdotes. Et on essaie de ne pas rester dans quelque chose de purement déclaratif ou trop vague, mais vraiment pour challenger un petit peu, de faire en sorte que la personne nous raconte avec le maximum de détails et d'informations. Et ça, en fait, il y a eu des études. Alors, il y a une dernière en décembre 2021 qui remettait comme la méthode de recrutement la plus fiable au monde. Et sinon, il y en avait une plus ancienne qui était de Frank et Schmidt. C'était une méta-analyse de 93, je crois, et qui plaçait, là encore, l'entretien structuré à 26% de taux de prédictibilité de réussite dans son futur emploi, alors que l'entretien non structuré est à 14%. Bah, c'est déjà une grande information. Ouais. Et en France, c'est l'entretien non structuré Ah bah oui, qui se taille la part du lion. bah, on est des artistes. Nous, on fait au Mais feeling, toujours. on est des Ah bah artistes. toujours. Dans les pays anglo-saxons, ça Mais- fait fort longtemps que c'est l'entretien structuré qui est la norme. Mais au-delà Pas chez du nous. recrutement, dans plein de sciences, et je pense que ça parlera à plein de monde, dans plein de sciences, on n'a pas assez de données statistiques, on n'organise pas avec un entretien semi-structuré les choses, donc ouais, je vois bien. Donc ça, c'est une information importante. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est moins en train de projeter la personne fantasmatiquement sur ce qu'elle pourrait donner, mais on lui demande des éléments assez concrets sur ce qu'elle a vécu? C'est plutôt ça qu'on est en train de faire, en fait. C'est ça, en fait, on reste très centré sur les critères bien précis qui sont propres à un poste spécifique. Et au lieu de s'éparpiller et de rencontrer des gens, et il y en a avec qui ça passe mieux que d'autres, forcément, et voilà, d'être biaisé, on reste sur cette liste de critères. On évalue sur les mêmes critères toutes les personnes. Et normalement, en amont, on a établi une grille en disant sur cette question-là, la réponse idéale, c'est ça que j'attends, il y aura tant de points. La réponse qui passe et celle où non, ça ne le fait pas. Mais ça, c'est génial pour... Alors moi, je suis une fervente partisane. Ça, c'est génial parce que ça permet d'être plus objectif et équitable, voilà, dans le recrutement et donc normalement plus performant. Ça permet aussi pour les candidats, à la fin, de pouvoir leur faire un retour et un feedback
qui soit beaucoup plus constructif et intelligent. Au lieu de, on a juste le manager, je le sens pas, j'ai préféré un tel. Là, on peut lui dire sur tel ou tel critère, Ben oui. vous étiez un petit peu plus faible. Bon, tout ça fait quand même un peu plus sérieux, mais c'est ce qu'on peut retrouver notamment dans un autre champ, la question des expertises psychologiques, où j'ai malheureusement pas mal de collègues qui peuvent faire un peu trop au doigt mouillé, et puis ce que disent pas mal d'autres experts, c'est ayez une méthodologie plus fiable, parce que d'une certaine manière, ça vient aussi vous assurer vous de où vous allez. Et moi, en tant que psychologue, quand j'entends ça, ça me fait sourire parce que je me dis, bah oui, ça permet d'être un garde-fou. On pourra avoir une discussion qui dure 4 heures et qui est passionnante, mais au final, on ne sait même plus trop si la personne va correspondre, mais on s'entend bien, donc c'est bon, on le recrute. Ou alors, on n'a pas d'atome crochu parce que l'autre vient avec l'attente de se démontrer professionnellement. Et comme on n'a rien pour le questionner, bah, ça ne matche pas. Bah, c'est même, pire, ça ne matche pas. C'est-à-dire que si dès le début, entre guillemets, le fit ne passe pas, ouais. Bah, il n'y a pas l'amorçage du tiers. Mais on va même changer les questions. Naturellement, traditionnellement, le recruteur, il ne va plus poser les mêmes questions qu'il aurait posées à quelqu'un d'autre avec lequel il s'entend bien. Il va être plus dur, ou il a un doute, il va aller creuser ce point-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on en fait si on a vu 3 ou 5 candidats qu'on n'a pas posé les mêmes questions? On n'en fait rien du tout. Et le nombre de fois, surtout quand on est junior, où on sort d'un entretien, et en plus, en ayant eu l'impression que c'était plutôt sympa, qu'on a passé un bon moment, mais on s'est rendu compte, en revenant à sa fiche de poste et à son annonce, qu'il y a des critères où on n'en a pas vraiment parlé et qu'on n'est pas plus avancé à la fin de l'entretien qu'au début, parce qu'on n'a pas vraiment essayé d'évaluer ce critère-là. Donc l'entretien structuré, c'est très très bien. Après, on est au max à 26-30% de taux de prédictibilité. Donc ce qui est bien, c'est de le coupler à d'autres méthodes pour essayer de gagner en certitude. Et là, tout ce qui est recrutement immersif, puisque tu en as parlé, effectivement, c'est très très bien, moi je recommande. Donc tout ce qui est PMSMP, donc une période de mise en situation au milieu professionnel, grâce à un Pôle emploi, ou tout ce qui est aussi MRS, méthode de recrutement par simulation, ça c'est très très bien parce que ça veut dire qu'on élargit, on ouvre un peu ses chakras, et pour des postes où il n'y a pas forcément de prérequis forts en termes de diplôme ou d'expérience, on va construire des jeux, des tests, des évaluations, on va aller sur les compétences transposables et on va aller tester ce qui est vraiment le cœur du métier et en faisant fi du bagage de la personne. Donc on laisse la chance à plus de candidats. Ouais. Et donc ça fait descendre le niveau de discrimination, de biais, etc. Ça existe, la MRS existe depuis plus de 15 ans par Pôle emploi. Mais je connais beaucoup de recruteurs qui ne connaissent même pas le nom ou n'ont jamais pensé à l'appliquer. Alors que voilà, la bonne vieille mise en situation classique ou ces dispositifs de MRS, de PMSMP ou l'échantillon de travail. Moi, fréquemment, je demandais des échantillons de travail. Alors, il y a des métiers qui se prêtent mieux que d'autres, mais c'est très bien. Il y a deux choses qui me viennent, c'est que je continue en repensant à l'échange avec Ibrahim Affal, avec Thibaut Brière et Christophe Genoux, avec toi et puis avec d'autres, à me dire que les sciences humaines, et notamment la psychologie, mais la sociologie et d'autres sciences humaines sont finalement parfois empruntées, mais devraient être parfois un peu plus au cœur de tout ça en termes de compréhension des processus. Pourquoi ? Parce que je me disais que pour certains recruteurs, je peux me dire qu'on ne vient pas forcément chercher rationnellement quelqu'un qui correspondrait en termes de travail, mais peut-être en termes d'affiliation. Oui. On vient chercher quelqu'un qui va caler avec ma famille et qui va bien s'entendre. Il est un peu austère, nous on aime bien sortir, boire des coups après le boulot et je ne me vois pas me marrer avec cette personne qui n'est pas drôle. Oui, c'est très fréquent. Et je me dis que ça, par exemple, je veux dire, il y a vraiment tout un chantier de travail à mettre en œuvre en fait, parce que je crois que les sciences humaines ont quelque chose à éclairer là-dessus, quoi. Moi, je pense que pour les RH et les recruteurs tout particulièrement, on gagnerait, c'est pour ça que moi, depuis de nombreuses années, j'ai encore beaucoup de choses à voir, à découvrir, à apprendre. Pour enrichir mon travail et avoir l'impression de le faire mieux, je m'ouvre de plus en plus justement à la lecture de choses qui sont sur les sciences humaines, les sciences de gestion, l'ergonomie, sur la psychologie, sur d'autres choses, les biais, etc., pour essayer de faire au mieux mon métier. Sinon, en fait, on a un prisme qui est trop, qui est un peu court, trop étroit. Ouais. Mais c'est comme pour le management, en fait. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas simplement dans les bouquins, c'est aussi une façon d'être, et ça ne tombe pas du ciel, une façon d'être, en fait. Donc ça fait intervenir des mouvements qu'on pourra expliquer par la sociologie ou par la psychologie, etc., quoi. Mais en tout cas,
C'est intéressant parce que ça replace aussi qu'est-ce qu'il y a dans une rencontre. Les gens se rencontrent en fait. Les gens se rencontrent et les recruteurs souvent vont le dire au début parce que quand on les interroge, ils vont dire moi je fais du recrutement parce que j'aime l'humain, parce que j'aime les échanges, etc. Et de leur fait ou pas de leur fait, ou l'organisation. J'aime pas cette tarte à la crème, ça m'angoisse profondément. Moi, parce que c'est vrai qu'on peut le vivre. Certainement que toi et moi, on aime l'humain, mais dire cette phrase, je trouve que... Moi, c'est presque, si j'exagère, mais avec mon côté un peu provoque, moi, presque quelqu'un qui me dit ça en entretien, pourquoi tu veux faire du recrutement parce que j'aime l'humain, presque c'est éliminatoire. Ben oui, mais c'est comme, c'est comme quand les étudiants de psycho disent « Ah ben moi, je vais m'occuper des enfants parce que j'aime les enfants ». Bon, bah oui, est-ce que c'est un critère suffisant? Je crois pas, en fait. Ouais. Et justement, il y a des moments où il fera mieux de pas trop aimer l'humain, peut-être aimer un peu plus le travail, et parce que la question, c'est la concordance d'une personne dans une institution pour travailler, en fait. Moi, en recruteur, c'est quand même ça la base. Souvent, on me demande si, quelle est la... pardon, je dévie, j'espère que pour les auditeurs, ça sera... Mais souvent, on me demande, pour un recruteur, c'est quoi la qualité essentielle? Et souvent, les gens vont dire, effectivement, l'empathie, l'humain, etc. Moi, je vais plutôt répondre le discernement. Parce qu'un vrai bon recruteur, c'est de réussir à discerner, identifier les vrais besoins réels de l'organisation. Parce qu'il y a ce qui a été dit par le manager et en fait, il faut creuser. Tarte à la crème psychologisante, insupportable. Et essayer d'identifier, parce que le bon relationnel, dynamique, etc., c'est gentil, mais ça ne m'aide pas. D'identifier réellement les bons critères, voir les candidats et de faire le matching avec leurs vraies compétences, comment ça peut fitter. Donc le discernement, moi je dirais ça. Et donc on est plus sur quelque chose... Pour moi, le recruteur, c'est aussi de l'analyse. Je vais mettre plus côté analyse qu'éventuellement humain. Enfin, c'est les deux, mais la réponse pour l'humain, c'est un peu light pour moi. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer, qu'on pourrait ajouter pour qu'il y ait une rencontre qui soit fructueuse entre un employé potentiel et un employeur? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre en fait? Comment on pourrait faire pour que ça marche encore mieux? Un recrutement. Pour ceux qui nous écoutent, comment on pourrait les éveiller à d'autres choses à développer en fait? Est-ce qu'il est intéressant, il y a une question qui me vient, est-ce qu'il est intéressant d'être plusieurs quand on fait un recrutement? Alors ça pourrait être angoissant pour celui qui va être recruté, hein, mais est-ce qu'il n'est pas intéressant de démultiplier les interlocuteurs et en direct en même temps pour pouvoir discuter après de cette rencontre? Je te pose cette question, je veux dire, dans une rencontre, être plusieurs, ça peut être angoissant, mais je ne te demande pas, est-ce qu'il est intéressant de faire passer 14 rendez-vous, entretiens d'embauche pour une personne, parce que ça, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'être plusieurs, quoi? Est-ce que ça viendrait réduire des biais cognitifs, par exemple? Eh ben, je veux dire... Ou au contraire, pire? Ça dépend, ça dépasse, monsieur. À savoir, le recours au collectif, en soi... le recours au collectif, en soi, ce n'est pas la panacée. Ça dépend comment c'est fait. On revient toujours à ça. Je reviens en plus sur l'entretien structuré, qui est que Olivier Sibony, dans un bouquin sur les biais cognitifs, et Daniel Kahneman et d'autres, disait qu'en fait, dans la prise de décision, donc c'était plus large que le recrutement, mais le recrutement c'est éminemment une activité avec une prise de décision. Dans la prise de décision, le comment pèse 6 fois plus que le pourquoi, que le quoi. Et donc en fait, processus de recrutement, si on veut limiter au maximum les biais et les fameuses erreurs de recrutement et de casting, mais il y en aura toujours, ce qui compte c'est la structuration. Donc il faut réfléchir en amont à ces critères, comment on veut organiser, quelles sont les méthodes d'évaluation, ces critères, la pondération des critères, les différents seuils, ce genre de choses. Le recours collectif, c'est très très bien parce que on est tous biaisés et à plusieurs, ça permet d'éliminer justement certains biais, etc. Mais ça dépend comment c'est fait. C'est intéressant et intelligent si en fait les personnes, si en fait un candidat va rencontrer différents interlocuteurs et que ces interlocuteurs en fait c'est de manière indépendante qu'ils vont les rencontrer, qu'ils vont faire leur compte rendu et qu'ils n'en discutent pas entre eux avant la session d'arbitrage final. Parce que sinon, il y a même un biais avec un effet d'escalade. Parce que si le premier qu'il rencontre, il dit « Ah, il était top ce candidat », tout le monde va partir avec un a priori positif et ça va faire effet boule de neige, a fortiori dans l'autre sens. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde parte avec les mêmes critères, la même grille et fasse après part de ces évaluations de manière vraiment indépendante et structurée. Et c'est à la fin, quand tout le monde a vraiment écrit, qu'on se réunit et qu'on en discute. Et il y a même des boîtes qui ont interdit dans leur ATS, leur logiciel de recrutement, à des recruteurs la possibilité de changer
leur compte rendu et les évaluations. Parce qu'après, si on a attendu que le manager, lui, il avait bien aimé, ou que tel candidat, on peut se dire, ah, peut-être que je me suis trompée, ou peut-être que je vais être mal me voir, être mal vue si je ne vais pas dans le sens. L'intelligence de la divergence d'opinion. Voilà. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut finalement mettre un peu d'intelligence. C'est comme ça. Alors, totalement. J'avais écrit en scène, il faut avoir l'intelligence. Totalement, j'avais écrit un article là-dessus en disant, voilà, on dit souvent le collectif, c'est génial, etc. Le recours au collectif peut être très intéressant. L'intelligence collective, c'est une vraie question. Mais il faut y mettre de l'intelligence et de la structuration. On peut avoir une bêtise collective, en fait. Il y a des grands... Oui, parlons de l'abbé des cochons ou de plein de choses où ils étaient plusieurs autour de la table, ils étaient très intelligents et ils ont eu leurs doutes, etc. Ils se sont rangés à l'avis de ceux qui parlaient, présumés du chef, etc. 12 hommes en colère, à voir ce film sur ça, sur le changement d'opinion, de représentation. Oui, j'avais vu, très intéressant. On va aller sur la dernière question, Marie-Sophie, parce que... on est bavard. Oui, non, mais je pense que j'ai envie d'entendre ta réponse là-dessus. Selon toi, Marie-Sophie, où va le monde? Voltaire... Question prospective. Hein, oui, attention, je l'ai préparée parce que je connais cette question de fin. Voltaire disait déjà au XVIIIe siècle, ce monde est un vaste naufrage, sauf qu'il peut. Voilà. Donc mon premier réflexe, ça serait de dire que le monde court à sa perte. Voilà, que si on continue comme ça, avec la montée du communautarisme, le repli sur soi, l'hystérisation des débats, la haine en ligne, le réchauffement climatique, les guerres et en plus de plus en plus proches de nos frontières, on va vraiment dans le mur et on est mal barré. Après, ce n'est pas vraiment un message que je trouve forcément intéressant à délivrer. Donc je préfère plutôt essayer de résister à ce pessimisme et à ce défaitisme. Donc je partirai sur la célèbre citation qui est « Je préfère opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté ». Et pour moi, ça passera par l'éducation. Là, on était sur le recrutement, mieux former les recruteurs, toutes les parties prenantes du recrutement, mais au sein de la société, en France et du monde globalement, ça passera par l'éducation. Et là, je paraphrase Mandela qui dit que la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est l'éducation. Donc on continue de croire, mais il faut mettre un petit coup sur l'éducation, la formation et la sensibilisation. Marie-Sophie Zanvaux, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et je sais déjà qui va me faire un petit coucou pour me dire « Ah, c'était très bien ». Et il y aura certainement des personnes que j'ai déjà interviewées à la saison précédente. Voilà. Merci. Un grand merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup.